Bonjour à tous, bienvenue à ce Trust Talk, donc ce webinaire sur le climat et stratégie de décarbonation. On va attendre juste 1-2 minutes pour permettre à tous les participants qui se connectent au fur et à mesure, et puis on va démarrer. Asma, juste un check. Asma, Taoudi, tu m'entends? Oui, Très bien, ok. Donc, je pense qu'on va démarrer. Donc, les autres participants vont se connecter au fur et à mesure. d'accord. Donc, merci à tous de participer à ce webinaire, à ce Trust Talk numéro 11, organisé par CertiTrust avec l'aimable participation de Madame Mahabahi et M. Abdelrahim Boutaleb, que je vais présenter dans un instant. Donc, juste avant les présentations, donc ce webinaire va durer à peu près 1 heure de présentation et on va consacrer 15 à 20 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au niveau du chat ou au niveau du canal questions-réponses là sur Zoom. Donc on va collecter les questions et on va les poser à la fin à nos panélistes. Donc aujourd'hui, ce webinaire sera animé donc par Madame Mahabahi. Donc Maha, il est lauréate de l'ENSIC, il est ingénieur chimiste et process et il est aussi titulaire d'un master de l'Institut français du pétrole dans le domaine du pétrole et du gaz, du raffinage, de l'ingénierie pétrolière et en général de tout ce qui est procédé pour l'énergie et la chimie. Il a une longue expérience dans ce secteur sur les questions justement d'émissions de gaz à effet de serre et sur les questions de durabilité et développement durable en général. Donc, il a travaillé pour Arkema. Après, il a travaillé pendant plus de 13 ans pour Total Energy. Et puis, depuis donc 2022, il a fondé Blue Terra, qui est un cabinet spécialisé dans les stratégies bas carbone, dans la réalisation du bilan carbone et dans d'autres activités. Mais pourra revenir éventuellement très rapidement sur ce qu'il fait aujourd'hui au niveau de son cabinet. Donc, merci Mahad d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, nous avons Abdelrahim Boutaleb. Abdelrahim Boutaleb, il est diplômé de University of Reading en Angleterre. Donc, il est titulaire d'abord d'un master en énergie et en environnement, et puis d'un doctorat et il est ingénieur en Sustainable Development et énergie, donc énergie et développement durable. Une longue expérience aussi dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu'il était directeur de développement à la DERE, l'agence l'agence marocaine d'efficacité énergétique actuelle. Il a été également manager dans un fonds d'investissement carbone pendant quelques années. Il a travaillé aussi avec moi à Bureau Veritas pendant 4 ans en tant que manager en charge de la vérification et la validation des projets de production propre et de projets, en tout cas, qui permettent de réduire et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, depuis 2014, il a fondé EcoProgress, qui est aussi un cabinet spécialisé dans la décarbonisation, la décarbonation, et spécialisé dans le développement durable en général, le QSE et sur d'autres sujets. Donc, Abdelrahim, éventuellement aussi, pourra dire rapidement 2 mots sur son cabinet ou sur son parcours. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc climat, stratégie de décarbonation, c'est un sujet d'actualité. Le but de ce webinaire, ce n'est pas encore de discuter à nouveau sur des généralités et de présenter pourquoi il est important de travailler sur les changements climatiques, de réfléchir à l'avenir de la planète et de la nécessité de la décarbonation. Je pense que ces sujets aujourd'hui sont largement consommés et je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui un industriel ou un expert ou un professionnel qui connaissent le secteur de l'énergie, tous les secteurs du développement durable, qui n'est pas convaincu qu'aujourd'hui il faut agir et il faut faire vite pour décarboner notamment les industries, les services pour pouvoir réduire le réchauffement de la planète et éviter tous les scénarios catastrophes aujourd'hui qui sont annoncés par le GIEC et par les experts
en matière de changement climatique. Je pense que le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est surtout de partager avec vous ce qui se fait au niveau de l'industrie, de partager avec vous des expériences, de partager avec vous des approches. Alors, c'est un webinaire qui, les deux intervenants vont faire des interventions assez complémentaires, puisque Maha va d'abord présenter un peu tout ce qui est stratégie bas carbone et tout ce qui est décarbonation, et puis il va aussi partager avec nous son expérience et des use cases, des études de cas pour étayer et pour expliquer un peu à l'assistance en tout cas le positionnement de ce sujet au niveau de la gestion aujourd'hui de l'entreprise en général. Et puis, Abdrahim, il va aussi compléter, mais surtout, il va nous parler de toute la partie normative, de la partie vérification, de la partie validation, de l'importance d'avoir des démarches aussi de fiabilisation de données, de démarches pour s'assurer que aujourd'hui les bilans qui sont publiés, qui sont communiqués, les empreintes carbone qui sont calculées peuvent nous inspirer confiance, peuvent être utilisés sans risque pour la prise de décision. Et donc, je vais, sans trop tarder, donc leur laisser la parole, tout en les remerciant à nouveau d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, je vais donner la parole en premier lieu à Maha. Donc, Maha, 20 minutes pour présenter rapidement ta partie et je te cède la parole. Merci. Merci, c'est Amal. Bonjour à tous et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, c'est Amal, pour l'invitation et pour l'excellente présentation du parcours. Oui, rapidement, en quelques mots, Blueterra, je l'ai fondé il y a 2 ans et l'idée, c'est d'accompagner les organisations dans leur stratégie de décarbonation. Et les dizaines d'années que j'ai eues en expérience dans un groupe énergéticien, c'était essentiellement dans le développement des énergies renouvelables. Ce qui m'amène assez aisément à vous parler des sujets qui nous occupent aujourd'hui. Alors, on va passer aux diapositives d'après. Voilà. Alors, dans ma partie, j'ai structuré en trois grandes sous-parties. C'est-à-dire qu'avant d'entamer les explications au sujet des stratégies bas carbone, je voulais faire le lien avec l'accord de Paris et dire pourquoi est-ce qu'on fait ces stratégies bas carbone et comment est-ce qu'on les structure. Vous allez voir, les liens se dessinent de manière assez cohérente et logique. Et puis ensuite, on fera un focus sur les bilans carbone. Alors tout d'abord, un mot sur l'accord de Paris, c'est ce qu'il faut savoir d'où sort l'accord de Paris. Hein. On a à côté un des graphiques d'un des premiers rapports du GIEC, d'un des derniers rapports du GIEC, pardon, sur l'évolution de la température moyenne surface de la planète par rapport à la moyenne pré-industrielle. Et donc on voit clairement que l'activité humaine induit un forçage et qu'on a une élévation de température au niveau de la surface du globe. Alors, on voit les degrés, on est vers 1,1, 2, 3 degrés. Ça peut paraître anodin, anecdotique, mais en réalité, ces petites variations à l'échelle de la planète peuvent induire des phénomènes climatiques extrêmes et mettre en danger les conditions de vie humaines et tous les autres êtres vivants en dehors des êtres humains. Et donc, partant de ce constat, il y a eu, avant l'accord de Paris, il y a eu d'autres traités internationaux, mais en 2015, il y a eu l'accord de Paris, qui est un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique. Il a été ratifié par 194 pays. Il a remplacé le protocole de Kyoto et il va plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet accord? Cet accord, il dit on veut maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et préférentiellement 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle pour éviter des catastrophes. Et donc, dans ce cadre-là, chaque pays est tenu de préparer et de communiquer sa contribution déterminée au niveau national. Et les COP, qui sont l'instance de décision suprême de l'accord de Paris, c'est le lieu où chaque pays partage l'état d'avancement de sa CDM. Et donc, en 2019, l'Europe présente son pacte vert, son Green Deal pour la neutralité carbone en 2050. Et en 2021, ils vont un peu plus loin, c'est-à-dire que ce pacte vert a été transformé en obligation légale via la loi européenne sur le climat. Et cette loi, elle vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030.
Et donc, pour mettre ça en application et s'assurer qu'on aligne la législation européenne par rapport à cet objectif fixé en 2030, la Commission européenne a proposé un pacte législatif qui s'appelle le pacte d'ajustement à l'objectif 55, donc l'objectif de réduction de 55% en 2030, et où on peut voir tout un tas de mesures sur la diapo. C'est Abdelrahim va en parler plus tard. Typiquement, un sujet d'intérêt qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va permettre d'équilibrer et de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite carbone en dehors de l'Union européenne. Et puis tout un tas d'autres mesures, typiquement la taxation de l'énergie, où les carburants aviation et maritime vont se voir taxés sur une période de 10 ans de manière progressive. On voit le refuel EU, c'est l'intégration des biocarburants de manière progressive aussi, sur des secteurs qualifiés prioritaires, type l'aviation et le secteur maritime, etc., etc. On pourrait passer beaucoup de temps à regarder toutes ces items-là, mais bon, ça vous donne un peu le cadre au niveau européen sur toutes les mesures qui vont être mises en place pour atteindre cet objectif qui est un objectif, disons-le, qui est ambitieux. Et donc, derrière, au niveau français, typiquement, il y a la stratégie nationale bas carbone qui est la feuille de route de la France pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle a été introduite en 2015 par la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Elle dit plusieurs choses, cette SNBC. Elle donne d'abord une trajectoire. Donc, on vise la neutralité carbone en 2050. Elle fixe aussi des objectifs intermédiaires à travers des budgets carbone et donc des plafonds de carbone à ne pas dépasser tous les 5 ans. Et pour atteindre cette neutralité en 2050, cette stratégie s'appuie sur 4 axes majeurs. Le premier, on dit que toute la production d'énergie doit être décarbonée d'ici 2050. Donc électricité décarbonée, utilisation de la biomasse, géothermie, etc. On veut réduire la consommation d'énergie dans tous les secteurs et pour ça, on fait appel d'une part à l'efficacité énergétique, mais aussi à la sobriété. Et enfin, on veut diminuer les émissions non liées à la consommation d'énergie, donc dans les secteurs typiquement l'agriculture ou des procédés industriels qui émettent directement des gaz à effet de serre non liés à l'usage de l'énergie. Et puis, le dernier axe, qui est majeur, c'est la multiplication par 2 par les puits de carbone. Et on le voit d'ailleurs sur le graphe, l'augmentation des puits de carbone, c'est ce qui va permettre d'absorber les émissions résiduelles émises après tous les efforts de réduction. Donc, il faut augmenter ces puits de carbone et on en parlera. Vous allez voir le lien après avec les stratégies de décarbonation qu'on peut en mettre en place au bord d'une organisation ou d'une industrie. Donc, justement, on va en parler. Donc, ce qu'on est en train de dire avec l'accord de Paris, la loi européenne pour le climat et ensuite les stratégies au niveau de chaque pays, c'est que pour rester en dessous des 2 degrés, 1,5 degré et respecter l'accord de Paris, il nous reste une certaine quantité de CO2 que nous pouvons encore émettre. Et c'est notre budget de carbone mondial. Et ensuite, ce budget, il est désagrégé à l'échelle de chaque pays, de chaque secteur économique et puis de chaque entreprise. Et comme ça, chacun de nous sait ce qu'il a à faire. Alors, concrètement, comment est-ce que je peux m'organiser dans le cadre d'une organisation pour mettre en place une stratégie bas carbone et à quoi ça peut ressembler? Il me semble qu'il y a un référentiel qui est difficile de ne pas citer pour ce type d'exercice. C'est le référentiel Net Zero Initiative qui a été porté par Carbone 4 avec une dizaine d'entreprises et appuyé par un conseil scientifique. Et donc, qui a publié ce référentiel. Et en résumé, ce référentiel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que pour structurer son action climat, une organisation doit jouer sur 3 leviers qui sont non fongibles. Et c'est important de le garder en tête. C'est vraiment 3 leviers à activer en parallèle. Le premier étant la réduction, le deuxième l'évitement et le troisième la séquestration. En d'autres termes, une organisation doit travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur sa chaîne de valeur, donc les émissions directes et indirectes sur les scopes 1, 2, 3. Ensuite, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre chez les autres, et donc à travers la commercialisation de services ou de produits dits bas carbone ou décarbonants. Et enfin, contribuer à l'augmentation des puits de carbone via la participation à des projets ou même au sein de sa chaîne de valeur selon les activités de chaque entreprise.
Alors, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Alors, pour l'ordre de grandeur des réductions attendues au niveau planétaire, donne une idée de l'ampleur des réductions à mettre en œuvre et illustre la nécessité de repenser souvent le business model. Et donc, pour une stratégie climat crédible, les objectifs doivent impérativement être compatibles avec les budgets carbone 1,5 degré ou bien en dessous de 2 degrés. Et donc, pour ça, on peut s'appuyer sur les recommandations de référentiels, de scénarios de référence. Donc, on vient d'en citer quelques-uns, des stratégies nationales ou des plans de neutralité à l'échelle européenne, typiquement. Et ensuite, on s'appuie sur la science et donc des scénarios internationaux tels que le Science Based Target Initiative. Et c'est un outil assez reconnu internationalement et largement utilisé, d'autant que on a des scénarios sectoriels qu'on va pouvoir utiliser selon le type d'entreprise. Et ensuite, les efforts d'atténuation qui sont attendus, vous l'avez vu au travers des différentes trajectoires à l'échelle européenne, reprises à l'échelle française et qu'on va retrouver aussi dans d'autres pays. C'est une réduction absolue des émissions de l'ordre de 5 à 7% par an. Et bien entendu, ces efforts à fournir dépendent du secteur et de la nature de l'entreprise. Et puis enfin, pour qu'une stratégie fonctionne, il faut que les objectifs ils soient précis, chiffrés et sur des horizons long terme, mais pas que. Et il faut des objectifs à moyen terme, sinon 2050 c'est trop loin et donc on n'agit pas à temps pour les atteindre. Alors, je vais vous montrer un exemple. Typiquement, voilà à quoi ça peut ressembler une trajectoire de décarbonation d'une entreprise. Donc là, on retrouve bien une trajectoire de réduction. Donc, on est sur un engagement vers la neutralité en 2050 et j'ai une baisse graduelle tous les ans avec un objectif intermédiaire en 2030. Et en face, en violet, vous voyez, on a la partie contribution à l'augmentation des puits de carbone qui va venir compenser les émissions résiduelles, c'est-à-dire celles qu'on n'arrive pas à réduire une fois qu'on a fait tous les efforts auparavant. Et donc, c'est bien ce que dit ce référentiel, c'est en priorité, les organisations doivent focaliser leurs efforts sur tout d'abord la réduction des émissions de gaz à effet de serre et ensuite sur les émissions résiduelles. On met en place une contribution au puits de carbone pour atteindre cette neutralité carbone. Mais si tu permets, juste, est-ce que tu peux donner en 2 mots, c'est quoi un puits carbone? Oui, alors les puits de carbone, on va en avoir de 2 types. Les puits de carbone naturels, typiquement un arbre, c'est tout ce qui va absorber le CO2 et qui va faire que ce CO2 ne va pas s'accumuler dans l'atmosphère et continuer à contribuer à l'effet de réchauffement climatique. Et donc, les puits de carbone, c'est plutôt des puits naturels, donc l'océan, toute la végétation qui utilise le CO2 comme véhicule pour leur croissance. Et puis, on peut aussi parler des puits de CO2 artificiels, de captage de CO2, d'enfouissement de CO2, qui sont pour le coup au stade de R&D. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'il faut compter tout de suite pour absorber toutes les émissions qui ont eu lieu jusque-là dans l'atmosphère et qui menacent notre climat. Merci. Alors là, je voulais partager avec vous un exemple d'une stratégie de décarbonation. J'ai choisi volontairement celle du groupe ICAD, qui est publiée sur leur site dans leur rapport climat et qui est très bien étayée. Donc, c'est un bon cas d'école pour pouvoir donner un exemple et pouvoir échanger. Alors, leur stratégie de décarbonation, là, j'ai relevé les points qui me paraissent être les points de succès d'une stratégie. C'est qu'il y a d'abord une vision. C'est-à-dire que pour attaquer ce chantier de décarbonation, qui typiquement va demander des efforts, de l'innovation, etc. Il faut que ça soit porté et que ça soit au cœur de la vision de l'entreprise. Et là, on le voit dans le cadre d'ICAD, c'est écrit, leur raison d'être, c'est de construire des lieux inclusifs, où il fait bon vivre, etc., mais à l'empreinte carbone réduite. Donc, à partir de là, tout le monde est aligné au sein du groupe. Ensuite, il y a l'adhésion des dirigeants, c'est important. C'est-à-dire que la stratégie climat, il faut qu'elle fasse partie intégrante de la stratégie globale de l'entreprise et que les deux soient alignés. Autrement, on est en conflit permanent. Et typiquement, dans le groupe ICAD, on voit que la stratégie climat et biodiversité a fait l'objet d'une résolution à l'Assemblée générale en 2022.
Et puis, donc, il y a la trajectoire, on en a parlé, on définit cette trajectoire, à quelle échéance on veut atteindre l'objectif 1,5 degré. La méthodologie, est-ce qu'on s'appuie bien sur les 3 piliers dont on a parlé précédemment, réduire, éviter les émissions chez nos clients, nos utilisateurs de nos produits et de nos services, et ensuite contribuer, et enfin contribuer. Et puis les objectifs précis et chiffrés sur les différents scopes, on verra, on ne fonctionne pas forcément de la même manière sur les différents scopes. Donc pour aller plus en détail sur cette stratégie, là on a l'exemple de leur empreinte carbone annuelle en 2019 qu'ils ont défini comme étant le point de référence de leur trajectoire carbone. Alors pourquoi 2019? C'est parce que les années 2020 et 2021 ont été impactées par la crise sanitaire et donc elles ne reflètent pas pleinement la réalité des activités du groupe. Et puis, quand on définit les périmètres, quand on réalise un bilan carbone, on a le périmètre organisationnel et puis le périmètre opérationnel. Et le groupe ICAD sont allés un peu plus loin. Ils ont défini un périmètre d'engagement auprès de l'initiative Science Based Target, sur lequel ils s'engagent à atteindre les objectifs de leur stratégie climat. Et donc, comme on peut le voir, ce qui est intéressant à voir, c'est que le scope 1 et 2 représentent uniquement 1,3% de leur bilan carbone et tout le reste, quasiment 99%, est dans le scope 3. Et en fait, ce qu'ils appellent corporate en violet, là, le 0,4% à 2600 tonnes de CO2, c'est tout ce qui est lié aux émissions de fonctionnement du groupe. Donc, typiquement, l'énergie pour chauffer les bureaux, les déplacements des salariés. Et donc, on voit que s'ils n'avaient pas étendu à l'usage des bâtiments qui vendent, donc la promotion, on voit toute la partie promotion en bleu à gauche, et puis l'activité foncière. Et là, on voit que tout ça, ça a été inclus dans leur périmètre d'engagement. Et donc, ils s'engagent également à fournir des produits qui vont être moins consommateurs d'énergie pour leur fabrication, mais aussi pendant leur usage durant toute leur durée de vie. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, et là, c'est là où on attaque le deuxième pilier dont je parlais tout à l'heure. Donc, je contribue à réduire les émissions de mes clients, des locataires, des bureaux, ou là, on a typiquement les exploitants de santé pour la foncière santé. Et là, on retrouve leur trajectoire de décarbonation. Donc, on voit en 2019, on est à peu près à 600 000 tonnes équivalent par an, et puis en 2050 à 60 000 tonnes, et puis avec un objectif intermédiaire en 2030. Et là, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure sur les objectifs chiffrés, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs différents par activité. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on va le retrouver dans certains secteurs, on peut avoir des objectifs de réduction par intensité. Donc, je m'engage à réduire typiquement dans la foncière tertiaire, de 60% les kilos de CO2 par mètre carré de bâtiment construit. Et par contre, ensuite, sur la partie fonctionnement dans corporate, là, j'ai un engagement en contraction absolue. Donc, sur les tonnes de CO2 par an que j'émets pour faire fonctionner mon entreprise, là, j'ai un engagement de moins 30%. Et alors, j'ai pris l'exemple de la stratégie sur la partie promotion immobilière. Là, on peut voir comment ça a été découpé et réfléchi pour atteindre l'objectif, notamment en 2030. Et donc, on voit qu'il y a une partie liée à la performance énergétique. Ensuite, le mix énergétique, donc faire appel aux énergies renouvelables. Rénovation et optimisation des espaces. Donc là, on va repenser pour que ça prenne, pour que la construction émette moins de CO2. On a le levier sobriété et réemploi, dont il est difficile de se passer pour atteindre des objectifs aussi élevés. Et puis enfin, une partie innovation donc à travers les matériaux bas carbone. Donc on a une trajectoire assez précise. Voilà, donc là, c'était sur la partie stratégie de décarbonation avec un exemple très concret, très détaillé. Je voulais aussi partager quelques éléments sur le bilan carbone. C'est-à-dire que le bilan carbone, ça va être le point de départ d'une stratégie de décarbonation. Il faut bien réaliser cette première photographie la plus exhaustive possible des émissions induites par mon activité. Et donc, en quelques points, le bilan carbone, il sert à quoi? Il sert à mesurer l'impact de l'entreprise sur le climat à travers la mesure des émissions de gaz à effet de serre.
il permet d'identifier les principaux postes d'émission et donc de focaliser les efforts là-dessus. Et puis d'identifier les pistes d'action et d'engager la transition. Et enfin, ce bilan carbone, il permet de définir un point de départ pour une trajectoire de décarbonation. Alors concrètement, quelles sont les étapes pour réaliser mon bilan carbone? Donc il y a toujours une étape de cadrage où idéalement il faut avoir défini un pilote au sein de l'organisation qui va animer cette démarche-là et puis définir le périmètre du bilan carbone. Et donc ça se fait en cohérence avec l'activité et ça se définit au début de l'exercice. Ensuite, il y a la phase collecte de données. On va aller collecter le plus possible des données physiques sur les activités, en tout cas sur les activités majeures de l'entreprise. Donc, idéalement, des kilos, des mètres cubes, des tonnes à privilégier par rapport à des euros. Et ensuite, en troisième étape, il y a la partie comptabilité, donc carbone. Donc, on va établir le bilan carbone à partir des données d'activité de l'entreprise ou de l'organisation. J'ai un visuel un peu plus détaillé pour voir comment est-ce qu'on passe de ces données d'activité à des données exprimées en tonnes de CO2 équivalent. Et ensuite, ce bilan carbone permet d'engager un plan de transition. Un rappel rapide sur le principe de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Donc, une fois qu'on a récolté les données d'activité de l'entreprise, donc ça peut être par exemple la consommation d'énergie, des kilomètres parcourus, des kilos de matières premières achetées. Donc, ce sont des données qui vont être propres à chaque activité et donc secteur et organisation. Et en face, on va pouvoir utiliser des facteurs d'émission. Donc, c'est la méthode la plus couramment utilisée et qui est basée sur le calcul. Et on va utiliser des facteurs d'émission provenant de la base environnementale de l'ADEME. Alors ensuite, comment est-ce qu'il est organisé ce bilan carbone? On va entendre parler des scopes. Là, j'ai mis un extrait de la dernière réglementation BGES, la dernière version en France sur les catégorisations d'émissions. Donc, on va retrouver la catégorie 1 qui représente les émissions directes de gaz à effet de serre. Et donc, c'est ce sont les émissions en lien avec tout ce qui est consommé en tant que combustible directement par l'entreprise. Et puis, la catégorie 2 sont les émissions indirectes associées à la production d'énergie. Donc, typiquement, l'électricité, elle est rarement produite sur place dans une entreprise. Et donc, les émissions liées à la production de cette électricité, on va les retrouver dans cette catégorie. Et puis, sur les autres catégories 3, c'est très clair parce qu'on va avoir la catégorie 3 qui sont les émissions liées au transport. Et donc, là-dedans, on va retrouver des postes transport de marchandises amont quand le coût est pris en charge et supporté par l'organisation, le fret aval quand c'est pris en charge par le fournisseur, le déplacement domicile-travail des salariés, le déplacement des visiteurs et des clients, les déplacements professionnels, que ce soit en voiture, en avion, en train, etc. Et puis, on va retrouver les émissions indirectes liées aux produits achetés, donc tout ce qui va être acheté par l'organisation. Et puis, les émissions liées aux produits vendus, quelle est l'empreinte, l'impact de ces produits vendus. Et là, typiquement, si vous vous rappelez, si vous avez en mémoire l'exemple d'ICAD avec les émissions liées à l'usage de leurs produits, donc on va les retrouver dans cette catégorie-là. Et puis, toutes les autres émissions directes qui ne sont pas listées dans ces catégories. Et puis, enfin, un exemple d'un bilan carbone d'une organisation. Et donc là, vous voyez, voilà, j'ai pris un exemple de ce bilan carbone qui a l'ordre de grandeur de 20 000 tonnes. Et puis, on va retrouver la répartition en grandes catégories. Donc, on trouve les achats, qui souvent est un sujet qui revient fréquent et qui est sur la restitution des bilans carbone et qui nécessite un travail pour le plan de transition. Et puis, les déplacements, l'usage de l'énergie selon les secteurs et le type d'activité, et puis les immobilisations de l'entreprise. Voilà, alors pour un bilan carbone, pourquoi se lancer, hein? On va retrouver beaucoup d'avantages. C'est souvent soit se conformer ou anticiper la réglementation face à des attentes réglementaires qui ne font que croître. Et donc, approfondir une stratégie permet d'anticiper les futures exigences. Ensuite,
c'est une transformation, une transition suite à un bilan carbone, ça permet c'est une grande opportunité pour accroître son efficacité, réduire les coûts énergétiques et donc innover vers des prestations durables. C'est aussi l'occasion de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et donc réduire sa vulnérabilité. Et puis enfin, travailler sa marque employeur. Les nouvelles générations sont en quête d'employeurs engagés et d'entreprises responsables. Et donc, vous engager sur cette voie de réduction de votre empreinte, c'est un excellent moyen d'attirer de nouveaux talents, mais aussi de fidéliser vos équipes. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Merci pour votre attention et puis on reprendra vos questions au bout. Merci beaucoup, Maha, pour cette présentation précise, succincte et très riche aussi. Donc, je passe la parole à Abdrahim pour aborder le deuxième volet de ce webinaire. Abdrahim, à toi la parole. Oui, rebonjour. Alors là, je suis en train de... Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? Oui, affirmatif. Excellent, très bien. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Omar, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais juste activer ma vidéo. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une excellente initiative, comme disait l'un des participants, un cher ami, c'est Abdrahim Miftah. Je pense, c'est vrai, il est question de vrai dans le cadre on va dire, d'entreprises, de cabinets de conseil, d'organismes de certification, mais c'est plus, je pense, c'est plus question de rencontres d'hommes, de femmes, etc., de nouer des relations, de collaborer ensemble. Ma participation ou l'invitation qui a été faite par C. Omar à mon endroit pour participer à ce webinaire, ce n'est pas circonstancié, ce n'est pas une invitation circonstanciée, ce n'est pas une coopération circonstanciée. On se connaît depuis assez longtemps. On s'est rencontrés justement dans le cadre du carbone. Tu te rappelles, Omar? Et donc, voilà, l'histoire continue, le challenge, le défi, et puis voilà, tout le plaisir qu'on est en train de prendre à travailler sur cette question et puis sur les questions de la sustainability de manière générale. Donc, ça me fait plaisir justement de participer à ce webinaire. Alors, merci beaucoup à Maha pour l'excellente présentation. Très bien structuré, très riche. Et donc, voilà, ça me facilite la transition. Donc, moi, je voudrais surtout, alors j'essaie de passer mon slide, voilà. Donc, je voudrais un petit peu montrer le business case. Parce qu'aujourd'hui... Abdrahim, excuse-moi, juste si tu peux épingler la slide. Pour qu'il soit juste pour qu'il soit visible, parce que là c'est plutôt ton écran, ta caméra qui est épinglée. D'accord. Alors épinglé, c'est à partir de... Sinon Asma, ouais, c'est bon, c'est très bien. C'est Merci bien beaucoup. Abdrahim, c'est bon maintenant. Merci Asma. Voilà, donc moi je voudrais surtout un petit peu dans quelques instants revenir sur le business case et démontrer enfin partager, et pas démontrer, mais partager avec vous, avec tous les participants, notre expérience, Omar et moi-même, pendant plus de 4 ans, et puis aussi un petit peu au-delà et un petit peu auparavant. De montrer que la question du carbone est une véritable opportunité et qu'il y a un véritable business case. Je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Alors, bien évidemment, Maha a commencé tout au début sa présentation en parlant du cadre réglementaire international ou du droit environnemental international relatif à cette question du carbone, au changement climatique, à toutes les initiatives, toutes les politiques, tous les standards de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça se situe effectivement à ce niveau. Maintenant, au niveau du processus de négociation autour de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et la pierre angulaire, eh bien, c'est tout simplement, c'est l'accord de Paris qui met en place, qui structure un petit peu ces négociations, qui structure les actions, les activités des parties à la Convention dans le cadre de cet effort international de lutte contre le changement
climatique. Donc, je ne vais pas revenir sur l'accord de Paris. On le connaît très bien. Maha en a parlé tout à l'heure. Maintenant, le futur, c'est que cet accord de Paris, c'est le dispositif réglementaire international qui va structurer, comme je viens de le dire, cette action internationale. Il y a 2 ou 3 articles qui sont très importants au niveau de l'accord de Paris. Il y a le 6.2, il y a le 6.4, il y a l'article 13. Je vais revenir sur ces 3 articles, un à un, successivement. Alors, bien évidemment, il y a l'action internationale concertée autour de l'accord de Paris dans le cadre du processus de négociation, mais il va toujours y avoir un mécanisme ou bien des mécanismes volontaires, un marché volontaire. En d'autres termes, toutes ces entreprises qui prennent de manière volontaire à leur charge de réaliser des bilans carbone, qui prennent des engagements volontaires pour réduire, pour atténuer, pour éviter, pour séquestrer parfois. Et donc là, c'est un marché volontaire qui va continuer à vivre. Et pour cela, il y a des standards. Les plus communément admis, et Maha en parlait tout à l'heure, eh bien, ça va être des outils de calcul comme ceux par exemple, de l'ADEME, quoique avec une géographie assez limitée, vous allez en Allemagne, vous parlez d'outils carbone, bilan carbone ADEME, eh bien, vous allez voir que c'est pas tout le monde qui connaît l'outil carbone, l'outil de calcul bilan carbone ADEME. Vous allez en Italie, vous allez en Angleterre, etc. Et donc, même si c'est une géographie, mais ça nous donne une idée un petit peu d'un référentiel, d'un outil qui est utilisé au niveau de la France, des pays francophones, qui est utilisé au Maroc, etc. Donc, et puis Maha, on a très très bien parlé, il a exposé un petit peu les méthodologies, la structuration, etc. Mais il va y avoir aussi des standards un peu génériques comme l'ISO 14064, d'accord? Au niveau organisationnel, ça va être l'ISO 14064-1-1. Au niveau d'un projet de décarbonation et donc une stratégie de décarbonation, eh bien, ça va être la 14064-2 et puis la 64-3, elle va donner les lignes directrices pour la fiabilisation, la vérification. À côté de cela, des mécanismes volontaires comme le Gold Standard, comme le Voluntary Carbon Standard, qui sont en train de livrer le marché volontaire en crédit carbone certifié, pour simplifier un petit peu la terminologie, mais qui sont en même temps, notamment le Gold Standard et le VCS, sont en train de se transformer, de se préparer pour le fameux 6.2 de l'accord de Paris. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le 6.2 de l'accord de Paris? Eh bien, il prédispose que 2 parties, sous-entendues à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, peuvent coopérer dans la mise en œuvre de leurs contributions nationales déterminées, donc les CND dont a parlé Maha tout à l'heure, pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale. Je souligne le mot développement durable parce que d'ores et déjà, dorénavant, tous les mécanismes qui vont s'atteler à encadrer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre vont obligatoirement devoir avoir un volet très important, très robuste de développement durable en termes d'objectifs de développement durable. Donc, tout projet de décarbonation, de transition, de réduction des émissions, de séquestration, d'évitement, quel que soit l'objectif, d'accord, eh bien, tout projet de cette nature va devoir démontrer sa capacité à réaliser les objectifs du développement durable selon la technologie, selon le secteur, etc. Ça, c'est très important. Il y a un accent particulier. D'ailleurs, vous lisez l'accord de Paris, eh bien, là où vous avez réduction, atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, séquestration, eh bien, c'est toujours en relation avec le développement durable et on ira même plus loin. On dira les droits de l'homme, les droits sociaux, la lutte contre la pauvreté, etc. Alors, je tiens à souligner ça. Ensuite, 2, les parties, lorsqu'elles utilisent les résultats d'atténuation transférés au niveau international, aux fins de réalisation des objectifs des contributions nationales déterminées, elles promeuvent, voilà encore, le développement durable et garantissent l'intégrité environnementale et soulignez là
la transparence dans les déclarations, dans les projections, dans l'organisation, etc. Donc, on parlera de fiabilité, de la comptabilité carbone, de sincérité de l'écriture comptable carbone, d'accord, de robustesse des données, de robustesse des procédures, etc. Alors là, je donne un exemple. J'étais en train de parler du 6.2. Alors au Maroc, ça fait un petit moment, le Maroc a passé, je pense, ils sont en train de travailler dessus. Je pense un accord a été passé entre le Maroc, le gouvernement du Maroc, et le gouvernement de la Suisse, d'accord, en tant que deux parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour justement collaborer selon les dispositions de l'article 6.2. D'accord? Je pense que cet accord a été visé l'année dernière. Il y a maintenant des discussions, des négociations pour opérationnaliser et définir les instruments de mise en œuvre de cette collaboration. Alors, juste pour schématiser, qu'est-ce que c'est que cet accord selon les dispositions du 6.2? Eh bien, tout simplement, c'est un partenaire, c'est une partie à la Convention, par exemple le Maroc, partenaire 1, partenaire 2, une autre partie à la Convention, exemple la Suisse, dans l'exemple dont on parle maintenant, eh bien, ils vont collaborer pour mettre en œuvre des politiques, des mesures, des projets destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le schéma classique, le schéma attendu, c'est qu'une partie va financer, va apporter des financements, va apporter des fonds, va apporter des technologies, va apporter un savoir-faire pour réaliser des projets dans le territoire de la deuxième partie. Et en contrepartie, ici, le cas de la Suisse, eh bien, la Suisse va bénéficier des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, elle va bénéficier des crédits carbone pour qu'elle puisse les utiliser afin d'atteindre les objectifs de sa contribution nationale déterminée. Et bien évidemment, on le comprend très bien, il y a besoin de fiabiliser, il y a besoin de contrôler les données, contrôler les procédures, instaurer une assurance qualité, faire soumettre à des vérifications tierces parties, parce que là, on le comprend bien, il y a des financements, il y a des déclarations et puis il y a des quantités de crédit carbone ou des volumes de crédit carbone qui vont servir à démontrer que la Suisse, elle réalise ses objectifs conformément aux dispositions de l'accord de Paris. Donc ça, c'était juste un schéma pour montrer en quoi consiste cette collaboration de manière générale. Alors, l'article 6.4, lui, alors c'est un article qui institue un mécanisme international destiné à ou prévu pour encadrer, structurer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, un mécanisme qui est destiné à structurer les activités de décarbonation, les activités de transition bas carbone. Alors, il a pour objet de promouvoir, faciliter la participation à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par les entités publiques et privées au niveau d'une partie. Il a aussi pour objet de contribuer à la réduction des niveaux d'émissions dans la partie haute qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant lieu à des réductions d'émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre partie pour remplir sa CND. Donc, le 6.4, c'est vraiment c'est une disposition très importante et aujourd'hui, tous les référentiels, tous les mécanismes, à partir des référentiels génériques comme l'ISO 14064, et je souligne le mot générique parce que c'est effectivement, c'est comme un petit peu, vous êtes dans le secteur automobile, eh bien, vous y allez pour l'IATF. Le 9001 n'est pas suffisant parce que c'est générique. Vous êtes dans l'agroalimentaire, eh bien, vous avez besoin du FSSC 22000, vous avez besoin de référentiels spécifiques. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que la 14064 est un référentiel générique. Ça peut s'appliquer plus facilement à des activités ou à des organisations pas complexes, mais lorsque vous êtes dans la complexité industrielle, lorsque vous êtes dans les procédés chimiques, lorsque vous êtes au niveau de l'OCP, lorsque vous êtes au niveau de l'hydrométallurgie, au niveau de Managem, lorsque vous êtes dans des industries complexes, eh bien, ce n'est certainement pas l'ISO 14064
encore moins l'outil de calcul bilan carbone de l'ADEME qui va vous servir. Parce que je pense Maha a bien fait de simplifier les choses tout à l'heure en parlant de la méthodologie de calcul des réductions d'émissions et en présentant la formule du facteur d'émission, mais le facteur d'émission, la formule, la règle de 3 n'est pas suffisante là-dessus parce que vous allez dans les procédés industriels, vous avez des réacteurs, vous avez des réactions chimiques, il n'y a pas de facteur d'émission pour les réactions chimiques. Il faut comme on dit, get down to business et commencer à établir votre bilan énergie-matière pour estimer, pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être le CO2, ça peut être le SF6, ça peut être le N2O, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce référentiel, il est en train, ou l'article 6.k, il est en train de streamliner l'ensemble des référentiels, y compris le fameux CDM, le Clean Development Mechanism, qui se termine cette année pour laisser la place au nouveau mécanisme du 6.4. Et donc, comme je le disais tout à l'heure au début, il y a le CDM qui se transforme, qui est en train de se faire une cure de jouvence et se transformer au travers de cet article. Et il y a le Gold Standard, il y a le VCS, il y a tous les autres référentiels qui sont en train de streamliner vers les exigences qui sont en train d'être mises en place, définies dans le cadre du 6.4. Alors, en parlant de business case, au Maroc, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, et à partir environ de 2009, il y a une quarantaine de projets. Quand je dis projets, c'est des exploitations, c'est des choses qui sont maintenant en exploitation. Exemple, le parc éolien 140 MW de Meloussa, qui est à côté de l'usine de Renault. C'est un parc éolien qui a commencé à fonctionner en 2012. Il y a une quarantaine de projets. Il y a des stations d'épuration d'eau usée qui sont certifiées selon le protocole de Kyoto et qui sont en train de transitionner vers les dispositions en cours de mise en place du 6.4. Il y a des décharges contrôlées dans lesquelles on récupère du méthane, on fait de la cogénération, de l'électricité, de la chaleur, qui sont certifiées et qui livrent chaque fin d'année des quantités importantes de crédit carbone. Donc, quand je dis crédit carbone, au lieu de dire tonnes équivalent de CO2, ça veut dire que c'est des tonnes d'équivalent CO2 réduites, certifiées selon ces standards internationaux. Il y a des projets en HRS, c'est-à-dire des systèmes de récupération de chaleur, des Heat Recovery Systems, chez de gros industriels, il y en a beaucoup. Donc, il y a ces projets qui sont déjà là, qui sont en train de livrer environ 1 200 000 tonnes équivalent de CO2 par an. Autrement, 1 200 000 crédits carbone par année. D'accord? Et vous commencez déjà à penser au business case et au potentiel et au volume, pas le potentiel, mais le volume du marché, parce que ce sont des crédits carbone qui sont valorisés sur le marché international aujourd'hui. Tous ces projets que je viens de citer, bien sûr, je ne vais pas donner plus de détails, mais ils sont en train de valoriser leur crédit carbone à 5, à 8 euros, à 10, à 12 euros le crédit carbone, donc la tonne de carbone. Donc ça, au Maroc. Donc je reviens au dernier article, l'article 13. Eh bien, j'ai essayé d'y aller un peu rapidement. Alors, l'article 13, c'est tout simplement l'institution de ce qui est appelé dans l'accord de Paris un cadre de transparence renforcé. Alors, bien évidemment, nous avons nos CND, nos contributions nationales déterminées. Celle du Maroc, elle a été actualisée en 2021, juin 2021. Eh bien, il y a une prévision de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à hauteur de pratiquement de 200 millions de tonnes de CO2. Donc, vous imaginez, c'est des chiffres astronomiques, importants, réalistes, d'accord? Et donc, ça a besoin de fiabilisation, ça a besoin de robustesse dans les calculs, ça a besoin de robustesse dans les prévisions, ça a besoin de robustesse, de fiabilité dans le monitoring. Eh bien, l'accord de Paris, au travers de cet article 13, est en train de définir les modalités, les structures de ce cadre de transparence renforcé. Ça, c'est très important pour les CND et pour tout le reste, pour toutes les déclarations, pour tous les projets de décarbonation. Il y a un grand travail qui est en train de se faire dans le processus de négociation. Il y a déjà des outils de reporting, de monitoring qui sont en train d'être définis.
Donc voilà, alors on parle maintenant de fiabilisation, de robustesse. Omar le disait très bien tout à l'heure en introduction, on a besoin de fiabiliser, on a besoin de standardiser, on a besoin de mettre en place un contrôle qualité, une assurance qualité. On a besoin de se faire vérifier par une tierce partie pour donner l'assurance nécessaire aux parties prenantes. Alors la partie prenante peut être le client, la partie prenante peut être l'État dans le cadre de la CND, la partie prenante peut être le marché, d'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter très rapidement sur... alors, le contrôle qualité, on le connaît très bien, c'est très classique. Eh bien, tout simplement, nous avons besoin je vais lire, alors la consistance est un ensemble de dispositions techniques systématiques destinées à mesurer et contrôler la qualité de l'inventaire GES, des émissions de gaz à effet de serre. Quand c'est tout au long du processus d'élaboration de l'inventaire, eh bien, ça va être les équipes, ça va être l'animateur dont a parlé Maha tout à l'heure. Pourquoi? C'est pour assurer l'intégrité, l'exactitude, l'exhaustivité des données. Eh bien, il est très important. Maha a parlé tout à l'heure du périmètre opérationnel et organisationnel. C'est une disposition très importante, par exemple, de la norme ISO 14064. Eh bien, c'est des notions très importantes. Le périmètre opérationnel, c'est de déterminer précisément et clairement quels sont les types de gaz à effet de serre qui sont pris en considération. Parce qu'on peut, et ça on en a l'expérience, on peut louper quelques gaz. Il n'y a pas que le CO2, il n'y a pas que le méthane. Et donc, le périmètre organisationnel, il faut bien le définir, il faut bien savoir quels sont les gaz à effet de serre qui font l'objet de comptabilité et d'inventaire. Le périmètre organisationnel, c'est tout simplement quelles sont les activités, quels sont les processus, d'accord, quelles sont les installations qui vont rentrer dans le cadre du calcul du bilan carbone ou de l'empreinte carbone. Donc, ce dispositif de contrôle permet justement de donner de l'assurance, de contrôler au fur et à mesure, contrôler par rapport aux procédures d'acquisition de données, procédures de calcul et méthodes de calcul, et procédures surtout d'estimation des incertitudes et de calcul des incertitudes. Maha nous parlait tout à l'heure du bilan carbone, des scopes, etc., des domaines, des 6 domaines. Elle a parfaitement bien parlé de l'achat et des défis posés, par exemple, pour tout ce qui est des émissions relatives à l'achat. Eh bien, sachez-le, il n'y a que des données environnementales par défaut. La plupart, même dans la base de données de l'ADEME, c'est des données environnementales par défaut. C'est des données générales et donc qui viennent nécessairement avec de grosses incertitudes, 50%, 70%, 100% d'incertitudes. Donc, le contrôle va permettre justement de fiabiliser, de circonscrire l'étendue des incertitudes, de vérifier si les calculs des incertitudes, quand on a des compositions d'activités, quand on a des formules de calcul composées, eh bien, est-ce que le calcul des incertitudes est fait correctement? Et de vérifier la maîtrise des documents, des enregistrements. Parce qu'il y a un grand défi en matière de maîtrise de documents et d'enregistrement. Vous avez de grandes installations de climatisation, de production de froid. Vous faites faire des interventions d'entretien, de maintenance, de recharge de vos climatiseurs, de vos groupes de production de froid. Eh bien, quels sont les documents, les enregistrements sur lesquels vous allez vous baser pour estimer les quantités de réfrigérant qui est allé dans l'atmosphère? Vous avez besoin d'enregistrements. Vous faites intervenir des prestataires externes. Est-ce que dans l'intervention des prestataires externes, vous avez des provisions pour maîtriser cette externalisation? Est-ce que vous avez des enregistrements sur la manière de travailler? Quels sont les contrôles, les mesures qui ont été prises? Quelle est la quantité exactement qui a été rechargée? Et quel gaz a-t-on rechargé? Parce que les gaz, ils viennent avec des pouvoirs chauffants différents. L'assurance qualité, je ne vais pas trop m'attarder, donc c'est le dispositif qui va venir fournir de l'assurance, vérifier si les contrôles sont mis en œuvre, etc. Donc c'est des dispositions planifiées de procédures, d'examen mis en œuvre par des personnes n'ayant pas participé directement à la compilation. Et donc ça, c'est le principe de l'indépendance qui doit être mis en œuvre, et donc pour vérifier la bonne application des procédures, des contrôles, la maîtrise documentaire et des enregistrements. Et le troisième niveau, eh bien, c'est la vérification tierce partie.
On parle de Gold Standard, on parle de CDM, Clean Development Mechanism, on parle de VCS ou tout autre standard, des déclarations CORSIA, par exemple, le système CORSIA de l'aviation, on a besoin d'engager des organismes de certification, des entités accréditées par ces standards, par les organes gouvernant ces standards, pour justement vérifier la bonne application des méthodologies, la bonne application des procédures, la maîtrise des documents, la métrologie et tous ces aspects. Et je vous assure, c'est très complexe, mais ça se fait. Et donc, c'est ça l'enjeu, mais l'enjeu en vaut bien la chandelle parce qu'il y a effectivement un business case derrière. Le business case n'est pas uniquement pour les consultants. On est tous dans une partie de notre vie des consultants, donc on va proposer des services aux entreprises et on va donc réaliser des bilans carbone, etc. Et on va se faire payer pour ces bilans carbone. Et bien, le business case n'est pas uniquement là. Le business case est pour les project owners, ces entreprises qui mettent en œuvre des stratégies de décarbonation, des projets de transition bas carbone. Il est aussi pour les développeurs, c'est-à-dire les parties qui développent des projets, y compris les consultants. Il y a un business case, il y a des affaires pour les organismes de certification. Il y a des affaires aussi pour les brokers. Les brokers sont les intermédiaires, comme on dit. Il y a vraiment un... Je vais vous donner une idée. J'allais poser la question à Omar. Omar, tu es là? Oui, Abdrahim. Omar, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu peux partager avec les participants comment on s'est rencontrés? Et où? Et pourquoi? On s'est rencontrés chez le Fonds Carbone parce qu'il y avait un projet qui cherchait justement une certification. La certification et la validation. Et un appel d'offres Exact, pour vendre les crédits carbone. Et c'était le projet de l'ONE de 140 mégawatts. Tout à fait. Exactement. Et donc, c'est là où on s'est rencontrés la première fois. Donc, moi, je travaillais pour le fonds. J'étais responsable d'investissement. Omar, il était directeur de l'organisme de certification. Et l'organisme de certification venait, Omar et un autre collègue, venaient nous présenter ou nous proposer leur service de certification de ce projet et d'autres projets. Eh bien, ce projet, il a fait l'objet d'un appel d'offres en 2009 pour vendre les réductions d'émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans. C'est 140 mégawatts, ça produit 200, ça permet l'évitement de 256 000 tonnes de CO2 équivalent par an. Et donc, ça fait 256 000 crédits carbone. Donc, Omar, il était là, il représentait, il dirigeait son organisme et il nous proposait ses services de certification. Eh bien, l'appel d'offres a été lancé et c'était justement notre fonds, c'était moi-même et une collègue, on instruisait justement ces dossiers devant un comité d'investissement. Il y avait la BEI, il y avait la CDC française et la CDG avec 30 millions d'euros. On avait remporté cet appel d'offres. On avait acheté 10 ans. Ça veut dire 2 560 000 tonnes de CO2 en 2009. Vous savez combien maintenant c'est frappé de prescription? On a acheté à 11 € la tonne. Faites le calcul. Et nous, quand on achetait, ce n'était pas pour mettre ça sur les placards, et puis c'était un investissement. On achetait, on revendait. D'accord? 220 millions d'euros et c'était combien il y avait 256 000 tonnes par an multipliées par 10, ça fait 2 560 000 tonnes et on a acheté la totalité de ce tonnage sur 10 ans à 11 € la tonne. Tout à fait. Et ça a coûté combien ce projet? Alors, le projet, les 140 mégawatts, alors dans le temps, en 2009-2008, ça coûtait dans les 900 000 € au mégawatt installé. On va dire 1 million de dollars au mégawatt installé. D'accord? Ouais, bah oui. Donc, à peu près, les crédits carbone représentent à peu près 2 fois le coût de l'investissement, quoi. Exact. Et donc, donc on s'est rencontrés. Et après, tu peux aussi partager comment on s'est retrouvés après? Ah bah oui, on s'est retrouvés sur le salon pour Tu m'as débauché de chez
le fonds carbone. Et donc, je t'ai rejoint. Tu étais mon patron. Tu es un excellent patron. Il y a pas un très bon patron. Pendant 4 ans, on a travaillé ensemble, Omar, si tu te rappelles. Et on avait signé des contrats. Tu te rappelles bien, c'était dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc, c'est à peu près ce qui est en train de se passer maintenant avec l'accord de Paris. Alors, je vais juste, ça fait 13 ans, 14 ans de tout cela. Je vais partager quelques chiffres avant de faire ça. Les business drivers sont le mécanisme. Il y a d'abord il y a un driver dont on parle beaucoup, c'est le MACF. Hein. Mais c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Le MACF, c'est plus une menace pour les entreprises marocaines qui exportent vers l'Europe qu'une opportunité. Mais il se peut que ça se présente aussi avec des opportunités. Il y a les dispositions de l'article 6.2 de l'accord de Paris, il y a le 6.4 et il y a tous les financements qui sont en train de venir à partir du JCF, à partir des institutions internationales de coopération, la KfW, la FD, la FAO, etc. Donc, ce sont les drivers de ce business. Je donne quelques chiffres. En 2022, le volume des transactions carbone, c'est-à-dire le montant de tous les crédits carbone, de tous les volumes qui étaient échangés sur le marché international, tenez-vous bien, 63 milliards de dollars. C'est toute une économie. D'accord? Je reviens à 2009, 109 milliards de dollars et c'est en train de remonter. 109 milliards de dollars, c'est la valeur des transactions de crédit carbone. Donc, ça vous donne une idée. Je vais vous donner quelques chiffres pour mon passage sur la période où j'ai travaillé avec Omar. Eh bien, je donne le business case pour. On avait signé à peu près 25 contrats de certification. Je travaillais tout seul sous la direction de Omar. Et les projets qu'on avait certifiés, le volume total qui correspond à ces 25 contrats, ces 25 projets, 2 millions de tonnes équivalent de CO2 par an. C'est-à-dire qu'on avait certifié la capacité de ces projets à produire ces volumes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous savez, quand vous allez sur le net maintenant, vous allez vérifier le prix de la tonne de carbone au niveau de l'ETS, c'est 100 € la tonne. Sur le marché volontaire, aujourd'hui, les crédits carbone, une tonne CO2 certifiée, je dis bien, Gold Standard, VCS et même le CDM jusqu'à la fin de l'année, eh ben, on est à pas moins de 5-6 € la tonne et c'est en train de monter. Dans l'ETS, c'est 100 € la tonne. Alors, je transforme ça en chiffres pour la même période. Alors, le business case. Alors, pour les project owners, durant cette période, eh bien, ils ont engrangé 24 millions d'euros. Et là, j'ai pris une valeur de 12 € seulement, sachant qu'on est allé à 16, à 17 et à 20 € la tonne. Les cabinets de conseil. Alors, je parle ici uniquement des 25 contrats que nous avions signés sur lesquels on avait travaillé, les projets qu'on avait enregistrés. Il y avait un pactole de 1 600 000 US dollars. Les organismes de certification, sur 3 ans, on a fait pas moins de 800 000 US dollars sur 3 ans. On a fait 60 000 la première année, on a fait 100 et quelques mille la première année, on fait 160 000 la deuxième année, on a fait presque 700 000 € la troisième année. Les brokers, à peu près 400 000 US dollars sur uniquement ces projets. Donc cela, et les chiffres que je suis en train de vous donner ici, ce n'est pas sur le net, hein, c'est des chiffres qui sont auxquels on a participé, c'est des contrats, c'est des certifications des audits que nous avons réalisés, conduit Omar et moi-même, pour tous ces clients. Cela démontre un petit peu le volume d'affaires qu'il y a, mais avec la robustesse des informations, avec la vérification, avec la certification. Moi, j'invite parmi les participants, les entreprises qui ont des projets de décarbonation, eh bien, installez-vous ou inscrivez-vous dans ces démarches de certification. Il y a gros à gagner. Et puis, décarbonation, bilan carbone, empreinte, vous avez des projections, vous allez devoir produire l'assurance qu'il faut vis-à-vis de vos parties prenantes. Vous êtes un exportateur en Union européenne, il ne suffit pas d'établir le bilan carbone, de le diviser par rapport au volume de production pour avoir l'empreinte carbone, ou même de faire un bon calcul de l'empreinte et de le présenter. Il va falloir le certifier. Autant pour le MACF
que pour les opportunités du marché, que ce soit le marché réglementé ou le marché volontaire, il y a un volume d'affaires très important à développer. Il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on y pense tout de suite. Alors, le Maroc, une NDC 2030 de 205 millions de tonnes équivalent de CO2. Ce serait vraiment dommage et ce serait chouma. Si ce n'est pas tous les 205 millions, 100 millions de tonnes que ça passe à travers des standards internationaux reconnus, à travers des certifications pour qu'elles puissent faire valoir les réductions, faire valoir leur claim de réduction au niveau des parties prenantes et au niveau international. Voilà, j'ai été trop long, je m'excuse Omar, je m'excuse Maha. Merci Abdelrahim, c'était très instructif. Merci pour cette présentation et je voulais juste rappeler que dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les importateurs en Union européenne ont l'obligation de présenter une déclaration d'empreinte carbone, mais également de la faire vérifier par des organismes accrédités. Absolument. Et effectivement, les entreprises marocaines, ils ont besoin, au-delà d'une stratégie bas carbone qui est plutôt, on va dire, du ressort peut-être de groupes structurés, de groupes de certaines tailles, ils ont besoin d'abord qu'ils soient aidés et assistés par des consultants. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir de plus en plus de consultants marocains qui se forment aux méthodes des bilans carbone et analyse cycle de vie, calcul d'empreinte carbone, etc. Et ils ont besoin également de vérifier, donc la deuxième compétence qui va être recherchée sur le marché, c'est ces auditeurs qui vont pouvoir vérifier donc ces déclarations et donc plus ou moins faire à peu près exactement ce qu'a dit Ibrahim, c'est vérifier la fiabilité des données, vérifier aussi les calculs et surtout vérifier par la suite la véracité de la contribution parce que la déclaration est ponctuelle, mais il faudrait que chaque année qu'on vérifie est-ce que l'effort de décarbonation est maintenu, est-ce qu'il est progressif et je finis juste par dire que le mécanisme qui a été mis en place par les Européens, loin d'être une taxe qui doit être réglée par l'entreprise pour faire des rentrées d'argent, loin de... C'est plutôt un mécanisme, comme son nom l'indique, qui pousse les entreprises à s'aligner sur donc la pratique européenne et bien évidemment pour lutter contre la fuite carbone et comme a dit Maha tout à l'heure. Mais il est important aujourd'hui de se doter de ces compétences d'abord en externe, mais aussi en interne, de former les équipes. Donc, n'hésitez pas aussi à... Omar, on te reçoit un peu... Moi, je te reçois un peu mal. Je ne sais pas si c'est le cas pour Maha. Tu reçois toujours bien, Omar? Oui, j'entends moins bien. Ouais. Voilà, donc voilà, pour faire long story short, voilà, on vous encourage à développer encore vos compétences sur ce sujet parce que vous allez en avoir besoin. Je vais céder la parole à Asma Taoudi pour poser les questions du chat. Asma, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je remercie tous ceux qui ont posé déjà des questions. Et je commence par une question à Madame Maha. Est-ce que vous pouvez nous communiquer un exemple de produit bas carbone qu'une entreprise peut développer? Oui, je peux étayer compte tenu sur mon exemple d'un groupe dans le bâtiment. Typiquement, si je veux faire que mon produit soit bas carbone, je travaille sur l'efficacité énergétique de mes bâtiments. Et donc faire en sorte que chaque mètre carré ait besoin de moins d'énergie à l'usage, donc pour le chauffage typiquement. Et donc là, en travaillant sur cette efficacité carbone, je travaille à l'émergence de produits bas carbone. Donc voilà, c'est un exemple en lien avec la stratégie de décarbonation dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut en trouver sur les produits, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que dans les services aussi, on peut aussi faire intervenir pas mal d'innovations pour réduire les émissions des personnes qui utilisent les services. Donc ça ne s'applique pas uniquement qu'aux produits. D'accord, merci. Alors, une autre question est posée à M. Boutaleb. La question est par rapport... Alors, M. Boutaleb, si vous pouvez nous parler davantage sur la procédure de certification des réductions GES et la conversion en crédit carbone. Très bien. Alors, c'est très simple. Il y a des référentiels
Donc, je parlais du CDM qui, je le répète encore une fois, qui se termine cette année, cette fin d'année pour laisser la place au nouveau mécanisme. Il y a le Gold Standard, il y a le VCS. Ben, allez-y sur Internet, tapez Gold Standard, tapez VCS. Eh bien, ces standards, ils viennent avec un certain nombre de méthodologies approuvées qui sont pratiquement toutes les méthodologies du CDM et en fonction du secteur, en fonction de la technologie, eh bien, ces méthodologies vont vous dire exactement comment calculer les volumes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le scénario du projet, comment calculer les réductions ou les émissions de gaz à effet de serre dans le scénario de base. Eh bien, vous allez faire la différence entre les deux pour avoir les réductions d'émissions du projet, donc les réductions d'émissions additionnelles. Alors, elles définissent un certain nombre de principes assez complexes comme l'additionnalité, etc. Toutes ces méthodologies, en ce sens qu'un projet qui va de toutes les manières va être réalisé par l'entreprise parce qu'il est rentable, eh bien, ce projet est désigné comme n'étant pas additionnel. Donc, il ne va pas qualifier, il ne va pas être éligible à l'enregistrement dans le cadre de ce standard. Alors, ces standards aussi, dans les exigences, elles vont vous demander de définir et de mettre en place un plan de monitoring très détaillé sur comment vous allez suivre, comment vous allez mesurer les différents paramètres de votre exploitation pour, à la fin, pouvoir démontrer la production. Et donc, c'est assez, je pense, on n'a pas le temps d'expliciter, mais c'est des référentiels. Allez-y, par exemple, prenez le cas du Gold Standard, allez-y sur Internet, vous allez voir toutes les méthodologies et vous n'avez pas le choix. Eh bien, à chaque fois, vous allez faire, par exemple, de la production d'électricité à partir d'éoliennes, vous allez produire de l'électricité au niveau de faire de l'autoproduction à partir de solaire photovoltaïque, vous allez faire de la capture des méthanes au niveau de vos stations d'épuration, faire de la cogénération. Et pour chacun de ces cas, il y a des méthodologies approuvées qu'il faut suivre, qu'il faut appliquer pour développer le projet, pour produire ce qu'on appelle le Project Design Document, le document de conception de projet. Et c'est ce document qui va être remis au standard, à l'organisme de certification qui est accrédité par l'organe de gouvernance et qui va faire l'objet de validation. Une fois validé, on appelle ça un enregistrement, eh bien on va vous dire, allez-y, passez à l'exploitation. Après une année d'exploitation, eh bien, les auditeurs vont revenir pour vérifier la bonne mise en œuvre du plan de monitoring et ils vont vérifier est-ce que le projet a justement produit ses crédits carbone, ses réductions. Et le cas échéant, si vous êtes OK, si vous avez appliqué toutes les dispositions, ils vont vous certifier votre 10 000 tonnes par an, votre 50 000 tonnes, votre 100 000 tonnes par an. Et c'est à ce moment-là, votre crédit carbone devient un actif financier que vous pouvez opposer à votre importateur, à votre déclaration au niveau de l'Union européenne pour faire passer votre produit au travers de la frontière carbone ou bien pour valoriser ces crédits carbone certifiés, de les valoriser sur le marché international, de les vendre à un industriel en Suisse, en France, en Italie, contre une partie financière. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci, c'est Botaleb. Alors, passons à une autre question de la part de M. Mourad. Il nous dit que les dispositifs CBAM seront déployés à partir d'octobre 2023 pour quelques produits d'export du Maroc à l'Union européenne. Qu'est-ce qui est prévu pour ces sociétés concernées d'ici 6 mois au Maroc? Donc, on parle là la question, elle est à moi ou je pense la question… Maha, tu veux répondre? Ouais, je pourrais rapidement répondre à la question. Vous m'entendez bien, Abdrahim? Oui, très bien. parfaitement. Oui. En fait, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il est applicable à 5 secteurs d'activité ou à 5 familles de produits. Donc, comme vous avez tous suivi cela, donc l'acier, les engrais, l'hydrogène vert, etc. Et en fait, ce qui est prévu jusqu'à décembre 2026, c'est juste une déclaration et la vérification de la déclaration. Donc, d'ici décembre 2026, il n'y a que ces 5 secteurs qui sont concernés et il n'est exigé
qu'une déclaration par l'importateur et que cette déclaration soit vérifiée. Et faute de déclaration, il y a une amende qui est prévue dans la réglementation. À partir de janvier 2027, on va commencer justement à utiliser le mécanisme en tant que tel, c'est-à-dire à calculer la différence d'empreinte carbone, à utiliser le prix carbone ETS, à calculer justement l'ajustement nécessaire qui doit être payé par l'importateur et qui va répercuter bien évidemment, en tout cas pas répercuter, mais qui va pénaliser finalement le produit qui est introduit au niveau du marché européen. Donc là, dans 6 mois, c'est le régime de déclaration qui va commencer, obligation de déclaration et obligation de vérification des déclarations. C'est tout ce qu'il y a pour le moment. Les autres secteurs d'activité, textiles, autres, etc., ils vont venir petit à petit par la suite. On ne sait pas encore. Je pense que l'Union européenne a besoin d'abord de data sur les profils carbone et sur les empreintes carbone de tous les produits qui arrivent. Donc, ils ont prévu 4 années pour construire un peu cette data déjà pour les produits qui sont les plus carbonés, qui représentent l'empreinte carbone la plus importante au niveau mondial. Et je pense que vers la fin 2026 ou peut-être fin 2025, il y aura peut-être aussi l'annonce de nouveaux secteurs qui vont arriver. Donc voilà, je te laisse, Maha, si tu veux compléter cette partie MACEF. Non, non, c'est très complet et c'est vrai que ça va venir. L'idée pour l'Union européenne, c'est de venir équilibrer en fait tous les industriels qui produisent au sein de l'Union européenne et qui, eux, doivent couvrir leurs émissions par le système de quotas sec, le système d'échange de quotas d'émissions. Mais après, sur le fonctionnement, c'est très clair. Très, très clair. Merci, Omar. Une autre question à Sir Omar. Qu'en-il de la bourse carbone Merci. au Maroc? Ouais, ça, je vais laisser Abraham répondre, mais je voulais juste vous provoquer et vous dire que le Sénégal est en passe de mettre en place sa bourse carbone. Je pense que ça va se faire en 2023, alors que le Maroc, on est toujours en train de se chercher par rapport à ce sujet. Je laisse Abraham élaborer. Et aujourd'hui, malheureusement, on Il y a est en des retard. initiatives qui sont faites. Il y a une grande initiative qui a été lancée en 2016 avec la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale avait soutenu un petit peu l'éclosion, l'émergence et la mise en place d'un marché carbone, mais on tarde à mettre en place. On est assez en retard, je pense, sur le plan de l'organisation institutionnelle de cette question. C'est vrai, il y a une autorité nationale désignée au niveau du ministère de l'Environnement, mais je pense que c'est l'effort de tous les autres départements, le ministère de l'Énergie, l'industrie. Ils doivent absolument se mettre ensemble pour commencer à élaborer les textes de loi, les réglementations, les règlements. Je le dis à chaque fois, aujourd'hui, on parle de facteur d'émission. Vous faites un bilan carbone, vous allez utiliser 721 grammes de CO2 par kilowattheure que vous rachetez à l'ONE. Il va falloir une réglementation. Personne ne sait comment c'est calculé, alors que dans ces standards, il y a des méthodologies approuvées pour calculer. Personne aujourd'hui ne sait comment calculer, personne ne sait qui publie ce facteur d'émission. Ça, c'est un exemple. Vous ne pouvez pas mettre en place un marché, une bourse carbone, si vous n'avez pas une réglementation qui définit le comment du calcul du facteur d'émission et que le facteur d'émission fasse l'objet d'une publication officielle. Ça, le BABA. C'est en train de se faire. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, mais ce n'est pas pour demain. Il y a nos frères au Sénégal, ils sont allés de l'avant, mais je pense qu'on doit leur emboîter le pas et puis voilà, faire vite et mettre en place. Parce que si on met en place un marché, une bourse de carbone, un marché de carbone au Maroc, ça peut nous dispenser de toutes les tracasseries du MACF. Parce que le MACF, si le pays exportateur dispose d'un marché dans lequel le prix du carbone est égal au prix du carbone au niveau de l'Europe, eh bien, on ne paye rien, on accède directement sans barrière. Ça, c'est important. Merci. Merci, Sir Abdelrahim, pour votre réponse. Alors, une autre question de la part de M. Ali Bkawi. Pour le cas du secteur d'énergie électrique au Maroc, comment on peut réduire notre dépendance de production carbone, sachant que notre production électrique actuelle consomme 75% à base d'énergie fossile, notamment le carbone? Omar, tu veux que je réponde ou tu veux répondre? Oui, vas-y, Abraham.
Non, écoutez, pour le cas du Maroc, je pense que le Maroc fait de très grands efforts et on n'est pas mauvais là-dessus. Il y a des objectifs d'avoir un mix énergétique très équilibré sous un horizon vraiment à moyen terme. On met en œuvre des centrales éoliennes. Aujourd'hui, il y a des milliers des centaines de mégawatts à partir de l'éolien, à partir du solaire. Il y a de l'hydraulique, il y a des stations de pompage returbinage. Je pense qu'on fait le nécessaire. Il reste beaucoup à faire au niveau de la valorisation des déchets, de landfill gas, notamment dans les décharges. Il y a un potentiel énorme pour la production d'électricité à partir des décharges municipales, hein, à partir des stations d'épuration des eaux usées. Il y a des quantités énormes d'électricité renouvelable qui peuvent être produites au niveau des décharges, au niveau des steppes, de la biomasse de manière générale, pas beaucoup, on n'est pas un pays où le couvert végétal est énorme. L'hydraulique, il souffre un petit peu de la sécheresse chronique, mais je pense qu'on peut encore faire de l'éolien, on peut encore faire du solaire, on peut faire beaucoup au niveau des steppes, de la récupération de méthane, de la production d'électricité et des décharges. Malheureusement, on est en train d'apprendre que le projet, le X-Links, là, il va pas injecter dans le réseau électrique, mais autrement, ça aurait été une très bonne chose pour le réseau électrique national. C'est une grande puissance. Et donc, voilà, il y a encore à faire, mais on n'est pas mauvais là-dessus. Parfait, merci. Alors, une autre question à M. Omar. Madame Mama Ouattara, je souhaite savoir si nous disposons de formation en bilan carbone et certification. Bah, écoute, tous les intervenants dans ce webinaire sont capables de proposer des formations. Donc, il peut nous contacter et on la met en relation avec Meha et avec Abdelrahim en fonction des sujets. Ils peuvent proposer des formations. Après, nous, on travaille sur une formation de vérificateurs et d'auditeurs. C'est ça ce qu'on veut vraiment développer, de gens capables de lire un bilan carbone, de l'évaluer, etc. Donc ça, stay tuned, hein, c'est dans le pipe. Et donc voilà. Donc la réponse est oui, et voilà, ils nous contactent, on reviendra vers elle sans problème. Merci, c'est Omar. Une dernière question à M. Boutaleb, de la part de M. Moussa Achtouk, sur les lignes directrices de GIEC 1996 et 2006. C'est quoi la différence entre eux? Déjà, il y a les lignes. Ce que je présentais tout à l'heure en matière d'assurance qualité de contrôle, c'est essentiellement les lignes directrices du GIEC en 2006, mais tout ça est en train de faire une refonte globale et profonde, notamment au travers des dispositions de l'article 13, donc le cadre de transparence renforcé. Et puis, je ne sais pas, 1994, vous avez dit, alors ça c'est lointain, je suis incapable tout de suite de vous dire la différence entre les lignes directrices 94 et 2006. De mémoire, je ne retiens pas ça, mais aujourd'hui, la tendance, c'est les directives du GIEC 2006 qui sont en train de subir une refonte dans le cadre des dispositions de l'article 13 de l'accord de Paris et ce qu'on appelle le cadre de transparence renforcée. Voilà. Merci pour vos réponses. Je pense que c'est bon pour les questions. C'est Omar, à vous la parole. Merci Asma. Donc, je pense qu'on a épuisé le temps. On va juste donner une intervention, une dernière intervention à nos panélistes, un mot de clôture, et après on clôture. Donc, à vous la parole. Abdelrahim, à toi la parole. À toi, vas-y. On inverse. On ne fait pas de politesse. Vas-y, Mara. C'est pas trop. Non, mais j'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et en tout cas, c'est un sujet éminemment complexe parce que il fait appel au cœur des business dans différents secteurs. Et donc, je pense que il n'y a pas de réponse unique en fait pour répondre à ce défi du changement climatique.
et ça se travaille au cas par cas. C'est pour ça qu'il y a besoin d'expertise et surtout s'appuyer sur la science. Il y a beaucoup de choses qui sont développées et qui existent, des exemples dans le monde entier. Donc, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois et donc se faire accompagner, se former en interne. Il y a des budgets, enfin, on en a parlé un peu, mais effectivement, il y a des fonds de croissance verte et donc voilà, il faut se saisir de tout ça et puis surtout, moi, je suis persuadée, je reste convaincue que c'est vraiment une opportunité d'innover et donner du sens aux équipes et d'embarquer tout le monde. Voilà. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup, Omar, pour l'invitation. Maha, ça m'a fait un grand plaisir de t'écouter et voilà, de faire ta connaissance à l'occasion de ce webinaire. C'est effectivement une excellente initiative. Alors, un seul mot, c'est que alors, EcoProgress, c'est E-E-P, entreprenez, progressez, voilà. Et puis, n'hésitez pas de prendre le taureau par les cornes. Même si ces mécanismes, ces standards, etc., ont l'air d'être complexes, et ils le sont effectivement, eh bien, allez-y. Je pense qu'il y a à gagner pour tout le monde, pour le pays, pour la planète, pour les êtres humains que nous avons, pour le développement durable, pour les générations futures. Eh bien, faisons ce que nous avons à faire, c'est tout. On est à votre disposition. Et puis voilà, donc on est ensemble, Omar, Maha, Abdelrahim, et puis tous les autres qui sont là, qui participent, qui peuvent aussi participer à ce développement, qui peuvent voilà, donner de leur énergie, mettre en œuvre des choses, progresser, avancer. Ça nous fera plaisir. En tout cas, moi, j'ai de temps à autre l'occasion d'aller faire des audits de vérification sur des projets ici au Maroc, surtout au Maroc. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer des Marocains, rencontrer des Marocains qui sont chefs d'exploitation, des ingénieurs, des techniciens qui sont en train de gérer l'exploitation de parcs éoliens énormes avec des technologies énormes. Ils ont 26 ans, ils ont 27 ans. Ça me réchauffe le cœur. Ben, inspirons-nous de ces gens et puis allons de l'avant. Et encore une fois, merci pour tout le monde. Merci, Sir Brahim. À mon tour, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré et à la préparation de ce webinaire et à l'animer et à votre générosité aussi. Merci à tous les participants qui ont participé avec nous. Je voulais aussi juste partager avec vous une dernière information. Si vous vous intéressez au fonds suisse de décarbonation qui a été mentionné par Brahim, ben, contactez-moi parce que je suis en relation avec les gens qui gèrent ce fonds. Donc, si vous avez des projets pour les financer, on peut vous mettre en relation, il n'y a pas de problème. Voilà, et encore merci beaucoup et très bon appétit, et bonne fête à tous. Merci. Voilà. Au revoir. Merci à Asma pour l'organisation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Asma. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir.